pour essayer de communiquer. Vous voyez que tous les pings que nous avons envoyés ont échoué. Simplement parce que ces routeurs, les deux routeurs n'ont pas encore des adresses, n'ont pas encore des IP routes, n'ont pas encore des routes. Maintenant, avant d'avancer, je veux venir sur notre présentation. Alors, les terminaux PC serveur doivent connaître l'adresse de la passerelle par défaut. Donc, le default router, le default gateway. Et nous l'avons vu, nous avons mis sur certains équipements le default gateway. Ici, là, au niveau de ce serveur, vous avez vu que lorsque nous avons configuré le DHCP server, nous avons mis dans le cadre de la configuration du DHCP server, nous avons mis l'adresse de la passerelle par défaut. Donc, lorsque DHCP va attribuer des adresses IP, il va aussi dire à ces PC où se trouve le default gateway. Par contre, ici, vu que nous le faisons de façon statique, nous devons configurer le default gateway. Excusez. Je ne veux pas fermer cette fenêtre. OK. Les routeurs doivent avoir des routes pour transmettre les data aux IP subnets. Les routeurs peuvent découvrir les routes au travers de protocoles de routage ou au travers de routes statiques configurées par l'administrateur réseau. Les routeurs installent les routes dans une table de routage. Et nous l'avons vu lorsque nous avons fait do show IP route. Souvenez-vous, lorsque je suis en mode de configuration, la commande que je saisis, c'est celle-ci. Mais pour que ça fonctionne, je dois mettre do. Donc, la vérification que je fais, c'est show IP route. Mais vu que je suis en mode de configuration, je mets do. Alors, ça me met des réseaux qui sont, nous le voyons ici, directly connected. Souvenez-vous, lorsque nous avons fait do show IP route la première fois, dans le routeur, il n'y avait aucune route. Donc, au fur et à mesure que nous ajoutons des adresses IP dans les interfaces, le routeur ajoute ses réseaux. Donc, parce qu'une adresse IP dans une interface fait partie d'un réseau. Donc, le routeur ajoute ses réseaux et il dit directly connected parce que c'est directement connecté. Ils sont dans ces interfaces. Chaque routeur ajoute une route dans la table de routage pour chaque subnet directement connecté au routeur. C'est ce que nous venons de voir, les connected routes. Les connected routes sont installés systématiquement dans la table de routage. Pas besoin de route statique ou protocole de routage. Chaque protocole de routage configuré sur un routeur informe les routeurs adjacents, les neighbors, à propos des routes installées sur la table de routage, incluant les routes directement connectées et les routes reçues des autres routeurs. Donc, si nous avions un protocole de routage ici, là, et un protocole de routage ici, les deux vont former une relation appelée le neighborship, de façon générale, parce qu'ils vont commencer à s'échanger des informations. Ce routeur, vu qu'il a connaissance de ce réseau et de ce réseau, il va informer ce routeur que je peux atteindre le 10.0.3.0/24. Et donc, ce routeur va mettre ce réseau dans sa table de routage. Et ce routeur va aussi informer le routeur que j'ai connaissance de ce réseau, le 10.0.1.0/24. Et lui aussi va mettre ce réseau dans sa table de routage. Donc, c'est comme ça que les protocoles de routage fonctionnent. Donc, ils informent les uns des autres des réseaux qu'ils connaissent. Et de telle sorte que lorsque le PC va envoyer un message, ce routeur saura où envoyer ses paquets. Donc, je repars. Après avoir reçu une route de la part d'un routeur adjacent, le neighbor, le protocole de routage ajoute une route sur sa table de routage avec pour next hop router, pour cette route, le routeur adjacent à partir duquel la route a été reçue. Donc, lorsque ce routeur, je vais faire ceci. Lorsque ce routeur informe le routeur 1, excusez, c'est un peu trop. OK, je vais effacer. Lorsque le routeur 2 informe le routeur 1 qu'il a connaissance de ce réseau et de ce réseau, le routeur 1 va ajouter ces deux réseaux dans sa table de routage
ça sera des routes en dehors des routes connectées, qui sont directly connected. Donc ça sera maintenant des routes qui sont learned dynamiquement. Donc, il va ajouter ces routes et ce qui va se passer lorsqu'il ajoute cette route, il ajoute cette adresse IP comme next hop parce que il a pris connaissance de cette route au travers de ce routeur. Nous allons arriver à ces détails. Ici, c'est juste pour introduire ces concepts progressivement. Nous allons le voir dans les détails lorsque nous allons voir les protocoles de routage. Les routeurs peuvent avoir à choisir entre plusieurs routes pour atteindre un subnet network. Dans ce cas, le routeur place la meilleure route pour atteindre un subnet network sur la base d'un critère appelé metric. Ce que cela veut dire, c'est que on pouvait avoir un troisième routeur ici. Je vais illustrer. Supposons que nous avons un troisième routeur ici, ok? Et il y a une connexion et nous avons un réseau local ici. De façon logique, si ce serveur veut communiquer avec un PC qui est dans ce réseau local, c'est plus rapide de faire ça, d'envoyer les paquets ici, là, parce qu'il n'y a qu'un seul segment. S'il envoie les paquets ici pour atteindre ce réseau, il y a deux segments. Donc, d'un point de vue logique, la route la plus courte, c'est ça. Donc, ça, c'est le best route. Juste du point de vue physique, en regardant cette topologie. Mais les métriques permettent bon, je ne veux pas rentrer. Donc, ça sera la meilleure route sur la base du hope, parce qu'il n'y a qu'un seul segment. Voilà, donc c'est un peu ce que cela signifie. Donc, ce routeur aura deux routes pour atteindre ce segment. Il aura la route qui va recevoir par le routeur 1 et la route qui va recevoir, par exemple, ça c'est la route du routeur 3. Mais ils vont envoyer les paquets au routeur 3 parce que c'est plus court. Donc, c'est pour faire une comparaison simple, vous partez à un point Z, au point Z, vous avez la route A qui fait 10 km et la route B qui fait 20 km. Donc, vous allez choisir la route A parce que c'est la route la plus courte. C'est l'illustration. Nous revenons ici. Là. Donc, ici, nous avons l'exemple de ce que nous pouvons faire lorsqu'il faut configurer des routes statiques. Ce que la route statique fait, c'est qu'il pointe au réseau. Non, ici c'est IP route, c'est le réseau que nous voulons atteindre, le masque et le next hop. C'est plus facile à illustrer ici là. Donc, pour ce routeur, puisque nous allons faire des routes statiques, pour ce routeur, nous allons mettre deux routes, une route pour le 10.3, ok, pour le HTTP, pour atteindre le HTTP, le réseau où se trouve le subnet où se trouve le HTTP et une route pour atteindre le subnet où se trouve le DNS. La commande qui va commencer c'est IP route, le subnet et puis le masque c'est le 24 que nous avons dit que c'est le 255.255.255.0 et le next hop sera cette adresse pour les deux. Parce que les paquets que ce routeur va envoyer doivent passer par cette interface. Le routeur 2 aura une route statique qui va faire pointer à ce réseau local et le next hop sera cette adresse. Donc, nous allons partir dans la command line. Nous allons commencer par le routeur 1. Au niveau du routeur 1, nous allons faire enable configure terminal. Donc, je vais venir dans notre mop. J'ai déjà les deux routes. Donc, tel que vous voyez, IP route 10.0.3.0, c'est le subnet où se trouve le HTTP server. Ici, c'est le masque et ici, c'est le next hop. Et le next hop, c'est cette interface. Donc,
Je vais prendre cette commande. Je vais copier. Je vais venir ici au niveau du routeur 1. Je vais faire paste. Il a pris ma commande. Je vais prendre la deuxième route. Excusez. Je prends la deuxième route. Je fais paste. Donc, je vais repartir au niveau du serveur du PC2. Je vais encore essayer de ping le 10.0.0.2.2. Donc, cette interface. Lorsque je fais ping, excusez, je ne pense pas. Lorsque je fais ping, nous allons voir si ça va réussir. Il dit timed out. Donc, c'est timed out. Et pourtant, nous avons déjà une route dans le routeur 1. Donc, pour vérifier encore, nous pourrons faire do show IP route. Donc, vous voyez maintenant qu'en dehors des routes connectées, nous avons maintenant des routes statiques S. Donc, ce sont les routes que je viens d'ajouter. Donc, pour illustrer cela, je peux enlever ces routes rapidement. Et donc, ici aussi, c'est une occasion d'apprendre. Pour enlever une commande, vous faites no au début de la commande, avant la commande. Donc, je fais no. Si je fais no, je reviens ici, do show IP route. Vous voyez qu'il n'y a plus qu'une seule route statique. Avant, il y en avait deux. Donc, je viens d'enlever une route statique. Je vais encore ajouter cette commande. Je vais enlever le no. Et lorsque je refais do show IP route, nous avons maintenant deux routes statiques. OK. Donc, nous allons repartir au PC. Nous avons vu que les paquets ont échoué. Nous allons partir au niveau du PC OK. Nous allons maintenant partir au niveau du routeur 2. Je vais faire enable, configure terminal. Ici, là, nous allons prendre la route qui fait face à ce réseau. Donc, c'est cette route qui va au 10.0.1. Nous allons prendre, ça passe au 2.1, paste. Donc, nous avons configuré cette route. Nous allons repartir au niveau du PC et nous allons encore essayer de ping. Donc, c'est toujours un timed out. C'est toujours un timed out. Je vais repartir au niveau du physical. Excusez, desktop, je vais faire physical. Tel que vous le voyez, ce routeur n'a pas de passerelle par défaut. Somehow, il n'a pas pris connaissance de la passerelle par défaut. Donc, nous allons repartir au niveau du DHCP server. Donc, lorsqu'un routeur n'a pas de passerelle par défaut, il ne saura pas comment envoyer les paquets qui doivent partir en dehors du réseau local. Donc, pour illustrer cela, je vais venir dans ce PC. Je vais partir à desktop, IP. Nous avons besoin d'une adresse IP statique. DHCP plutôt automatique. Donc, nous ne voyons que ce PC vient de recevoir le 10.0.1.2. Lorsque je veux repartir au PC 0, je vais faire un ping de ce PC, du PC 1, ping 10.0.1.2. Nous voyons qu'ils peuvent communiquer. Il a la réponse. Pourquoi? Parce que ici, c'est très important de comprendre. Je vais effacer ceci. Nous avons déjà nos routes statiques. Parce que lorsqu'un équipement veut communiquer avec un équipement qui est dans le même réseau local, il ne passe pas par le default gateway. Son trafic va passer par le switch. Ce qui est plus important, c'est qu'il prenne connaissance de ce MAC, du MAC de ce PC. Mais lorsque un équipement veut communiquer en dehors du réseau local, il doit avoir connaissance du default gateway. Et c'est ce que je viens de vérifier. J'ai dit, j'ai les routes statiques, mais pourquoi est-ce que je n'arrive toujours pas à communiquer avec le réseau externe? Et nous avons vu que le default gateway manque dans ce PC et ça manque aussi ici. Ça veut dire qu'il y a un problème avec le setup du DHCP server. Je vais revenir ici. Je vais partir au service 10.0.1. OK, pourtant nous lui avons attribué un default gateway.
Pourtant, il y a un default gateway ici. Default gateway. Là, un default gateway. 10, 0, 1, 100. Pourtant, il y a un default gateway. Ok, somehow, ça ne marche pas. Il n'a pas attribué le default gateway au PC. Donc, si je reviens, je repars au PC, 0. Repartir au... Ici, vous voyez que je ne peux pas changer ceci. Parce que c'est automatique. Donc, je vais éteindre. Je vais encore activer le 10, 0, 1, 100. Tel que nous le voyons, il a pourtant le 10, 0, 1, 100. 10, 0, 1, 1. Donc, je vais encore venir ici. Je vais essayer d'enlever l'adresse statique DHCP. Je vais encore demander une adresse DHCP. Toujours est-il qu'il n'arrive pas à attribuer le default gateway. Donc, pour faciliter, pour avancer, je vais mettre l'adresse de façon statique. Donc, 255, 255. Mais nous avons vu comment est-ce que le DHCP attribue des adresses IP. Donc, je vais mettre le 01.100 et le DNS server qui est le 10.0.4.2. Je vais fermer et je vais venir ici. Donc, je vais maintenant essayer de ping le 10.0.2.2 qui est l'adresse de cette interface. Lorsque je vais faire ping, vous voyez qu'ils peuvent maintenant communiquer parce que il manquait la passerelle par défaut. Donc, même lorsque vous faites la configuration par DHCP, faites la vérification de vous rassurer que votre DHCP fait son travail correctement. Nous le voyons, le PC peut maintenant communiquer avec cette interface, donc avec cette adresse IP. Ce que nous voulons faire, c'est aussi essayer, en fait, tester, de voir si le PC0 pourra communiquer avec le serveur HTTP et le serveur DNS. Donc, je vais reprendre le PC, je vais faire ping 10.0.3.2 et tel que nous le voyons, le PC peut communiquer avec le serveur HTTP. Parce que les services, en fait, un web server rend des services, mais pour que ces services soient effectifs, pour que cela soit possible, pour que vous puissiez avoir accès à une page web, il faut qu'il y ait la connectivité, le IP connectivity. Donc, je vais faire de même pour le DNS server. Donc, je vais faire 4.2. Donc, tel que vous le voyez, nous n'avons pas encore de connectivité. Je vais venir, je pense qu'au niveau du DNS server, nous n'avions pas mis le default gateway. Et c'est aussi une façon d'illustrer. Le default gateway, c'est pas seulement au niveau du PC qui transmet, c'est aussi au niveau de l'équipement, à l'équipement auquel le IP packet est destiné. Donc, le destinataire du message doit aussi être configuré correctement. Donc, je vais repartir au niveau du DNS server. Je vais ajouter son default gateway qui est le 0.4.1. Donc, lorsque je le fais, je reviens ici, je vais essayer de ping tel que vous le voyez. Je peux maintenant ping le DNS server. Nous avons le IP connectivity, ça veut dire que le PC peut atteindre les deux serveurs. Nous allons maintenant nous focaliser sur les services. Donc, les services que ce serveur HTTP et DNS peuvent rendre. Avant de le faire, je reviens ici. Je vais juste souligner que j'ai d'abord enlevé le default gateway. Donc, j'ai brisé la communication entre les deux. Je vais partir au niveau du PC. Si je fais cits.com, nous voyons que request timed out. Donc, request timed out. Il n'y a pas de connectivité. Je viens ici, je viens au niveau des services. Les services sont on. Et lorsque je viens au niveau des emails, je vais enlever ceci. Set. OK. Je vais aussi enlever j'ai enlevé le domaine. J'avais déjà mis le domaine. J'ai enlevé. Lorsque je fais encore go,
request timed out. Je vais venir ici, je vais ajouter le default gateway qui est le 10.0.3.1. Excusez, 3.1. Donc, en fait, c'est mieux de le faire ici, 17.0.3.1. Ok, il a déjà ajouté. C'est 3.1. Desktop, je peux fermer. Juste pour tester, je vais encore venir au niveau de ce PC. Je vais fermer ici. Je vais encore essayer de ping le web server. Nous pouvons ping le web server. Ça veut dire que le default gateway fonctionne. Maintenant, nous allons partir au niveau des desktops. Nous allons partir au web browser, donc au navigateur web, cits.com. Tel que vous le voyez, maintenant que nous avons remis le default gateway, nous pouvons atteindre ce domaine, cits.com. Alors, je vais venir ici parce que j'avais déjà configuré le domaine ici. Ce que j'ai fait, c'est que dans le DNS server, donc je vais enlever ceci, je vais enlever et puis nous allons le refaire. Remove. Lorsque j'enlève, je reviens au niveau du PC. Je reviens au niveau du PC. Lorsque je vais faire Go, vous voyez que hostname and resolved. Hostname and resolved parce que DNS ne fait plus son travail. Je vais revenir ici. Je reviens. Parce qu'il n'y a plus de record pour DNS. Hostname and resolved. Le hostname, c'est le serveur. Mais pour que le PC puisse communiquer avec le serveur, il doit avoir un DNS server qui va traduire l'adresse IP du serveur HTTP. En fait, le nom du domaine. Il doit avoir le DNS server qui va traduire le domaine en adresse IP. Voilà, pour faire simple. Donc voilà pourquoi on voit ici hostname and resolved. Ça veut dire que si nous repartons ici, excusez, sur desktop, je ferme. Le desktop pourra toujours ping les deux. Il pourra ping le DNS server. Il pourra aussi ping le HTTP server. Mais ces services ne sont plus actifs. Alors, juste maintenant pour repartir pas à pas sur ce qu'il faut faire, nous allons d'abord configurer le DNS server. Le DNS server, nous avons besoin du domaine cits.com. C'est un e-record. Il y a plusieurs types de record, mais pour l'instant, faisons ça simple. C'est un e-record. L'adresse IP de ce domaine, c'est l'adresse IP du serveur. Donc, nous allons faire 10.0.3.2 et nous allons mettre add. OK? Lorsque nous mettons add, nous pouvons mettre save. OK. Donc, je viens ici et je fais save. OK. Donc, lorsque je vais maintenant repartir ici, là, je viens dans le web browser. Je fais cits.com. Vous voyez que on ne me dit plus adresse hostname and resolved. Je peux maintenant atteindre les fichiers qui sont dans ce serveur HTTP. Donc, lorsque je reviens ici, au niveau des services, je viens à HTTP. Ça sont les fichiers que nous avons. Je vais réouvrir le PC. Oh. Non, I can't open both. OK. Je vais ouvrir le... What's wrong? OK. Donc, j'ai le PC ici et là, j'ai les fichiers. Donc, normalement, les fichiers de ce serveur, ce sont les fichiers. Donc, nous avons l'image ici, image page, copyright. Nous avons le copyright. Donc, nous avons le hello world. OK. Le welcome, le hello world. Donc, parce que nous avons activé le serveur DNS, donc nous avons maintenant la possibilité au travers du PC d'atteindre ce serveur web. Donc, d'atteindre de passer par le navigateur du PC pour atteindre, c'est comme si nous ouvrons une page web à partir de notre PC. Donc, tel que vous le voyez ici, le service est on. Le service est on. Nous allons encore faire un test. Nous allons
désactiver le service. Nous allons faire Go. Je vais faire Stop. Ce que je vais faire, je vais fermer, puis je vais revenir. Je vais faire cits.com. Server Reset Connection. Là, nous n'avons plus accès au serveur parce que le serveur est maintenant off. Le serveur est off. Nous pouvons faire On. Go. Nous avons maintenant accès au serveur. Donc, ce sont juste quelques facettes des services pour faire comprendre qu'il y a la partie IP Connectivity, c'est-à-dire la connectivité IP. Le ping peut être là, mais le service peut être désactivé dans un serveur. Alors, là, nous avons activé le serveur. Le DNS fonctionne parce que DNS, nous avons déjà testé. Nous allons maintenant voir l'aspect des emails. Donc, ce que nous allons faire, c'est que le domaine, c'est cits.com. Set. Je vais ajouter l'utilisateur Ali, le mot de passe CITS. J'ajoute. Vous voyez que j'ai ajouté ici. Je vais ajouter Bertin. Le même mot de passe. J'ajoute Bertin. Donc, j'ai maintenant deux utilisateurs. Alors, ce que je veux faire, c'est que au niveau du PC1, je pense qu'il faut revoir les adresses IP. Je préfère mettre le statique 10. Je pense que le DHCP n'arrive pas à attribuer le default gateway parce que j'ai mal configuré le DHCP. Je pense. Mais nous n'allons pas troubleshoot ça. Ici, c'est juste faire comprendre comment est-ce que le routage IP fonctionne et les services fonctionnent. Donc, 0, 1. Nous allons lui donner l'adresse IP 2. 255, 255, 255, 0. Lui, il aura pour default gateway 10, 0, 1. De toutes les façons, tous, ils ont le même default gateway. Et le DNS, c'est le même. 0, 4, 2. Donc, nous avons maintenant ça. Nous allons essayer de tester le DNS server 2. Nous avons la connectivité. Si je ping le HTTP server, nous avons aussi la connectivité. Donc, les deux PC peuvent communiquer. Nous allons maintenant essayer d'envoyer un email. Je vais venir ici, là. Email. Donc, lui, c'est... Je vais venir ici. Je pense qu'il faut setup aussi. Son adresse email. Nous avons dit que lui, c'est Bertin. Bertin. Oh. Bon, ça, c'est pas important, mais juste pour être correct. Donc, son adresse email sera bertin@cits.com. Donc, incoming mail server, outgoing mail server. Donc, je pense que ça sera l'adresse IP du serveur 32.0.3.2. Le username, c'est celui que nous avons mis dans le serveur HTTP, dans le email, dans le mail server. Et donc, c'est CIT pour faire simple. Save, ok? Je vais venir au niveau du PC. Je vais aussi faire la même chose. Je vais fermer ceci. Je vais venir à email. Lui, nous avons dit que c'est Ali. Et Ali, donc l'adresse email sera ali@cits.com. Le mail, le serveur, c'est le même. 3.2, 10.0.3.2. Et lui, c'est Ali. Ali. Et le mot de passe, c'est le même, CITS. Je save, ok? Donc, je vais composer, je vais envoyer un email, par exemple, à partir de Ali, je vais envoyer un email à Bertin. Donc, je vais mettre to bertin@cits.com. Sujet, bonjour. Sujet, ok. CCNA 200 300 et
le message, comment se passe la formation. Ok, donc, avant d'envoyer, je vais venir à la simulation. C'est quand même important maintenant de voir faire une capture d'écran. Donc, je vais venir ici, je vais faire send. Ok. Donc, tel que nous le voyons, c'est TCP. Il y a TCP parce que nous sommes en train d'utiliser. TCP, c'est le protocole de la 4e couche. Et vu que nous sommes en train d'utiliser HTTP, donc c'est TCP. Et nous avons Simple Mail Transfer Protocol qui est le protocole pour les messages, pour les emails. Et donc nous allons voir comment est-ce que le mail sera livré. Pour l'instant, nous voyons que c'est une communication entre Ali et le serveur. Nous allons observer. Donc, ce que nous avons fait au travers de ce lab, c'était voir comment est-ce que vous pouvez configurer des routes statiques. Nous avons configuré DHCP. Lorsque nous allons avancer, nous allons le faire de façon claire. Excusez. Donc, tel que nous le voyons, excusez, je pense que j'ai ouvert un PDU. Ok, je vais ouvrir Ali. Donc, ça c'est STP, c'est un protocole qui ne nous concerne pas pour l'instant. Je vais mettre que ça soit rapide. Je vais accélérer ça. Donc ça c'est toujours STP qui est en train de fonctionner. Je vais ajouter. Je ne veux pas qu'on traîne. Switch to DHCP. Je pense que je peux déjà partir vérifier au niveau du PC1 s'il a reçu l'email. Receive. Je pense qu'il n'a pas encore reçu. Receive, il n'a pas encore reçu. Je voulais en fait accélérer ceci. Donc là, nous voyons comment est-ce que POP3 aussi est en train de répondre. Donc, nous voyons maintenant que le PC1, je pense, commence à communiquer. Il y a une communication TCP. Et il faut préciser, nous l'avons dit que TCP établit la session entre les deux équipements qui communiquent. Donc, TCP établit la communication entre Ali et le PC1. Et donc, c'est juste, à ce niveau, nous sommes en train de voir les éléments de façon générale. À partir des sessions qui suivent, nous allons maintenant rentrer dans l'étude de switch de façon détaillée. Nous allons voir vraiment les protocoles, beaucoup de protocoles concernant le switch. Et puis après, une fois à la fin, nous allons passer aux adresses IP et puis nous allons étudier les protocoles de routage. Ces sessions, les sessions qui ont précédé jusqu'à cette session, et je pense que jusqu'à cette session étaient des sessions un peu générales pour introduire comment est-ce que ça fonctionne. Mais nous allons voir dans les détails. Et tel que vous le voyez, le PC1 a reçu le message qui vient de Ali. Donc, il a reçu le message, le sujet, et il a reçu ce message à 17h24. Il était aussi important d'ouvrir le message qui a été reçu. Donc, tel que nous le voyons, le message vient de ali@cits.com. Le sujet, c'est celui que nous avons mis et le contenu, comment se passe la formation.
Donc, si nous revenons au niveau du PC de Ali, si nous partons à, je pense, receive, non. Ici, c'est là où nous avons envoyé. Ok. Donc, anyway, nous avons atteint les objectifs. Ça venait de Ali, c'est lui qui a envoyé, configure mail. Ok, donc c'est Ali qui a envoyé. Et ici, nous avons le PC de Bertin qui a reçu. Donc, c'était une façon d'illustrer le IP Connectivity. Nous avons vu que lorsque nous pouvons avoir la connectivité IP, mais lorsque, par exemple, DNS ne fonctionne pas, il n'y aura pas, en fait, il n'y aura pas, une page web ne sera pas, par exemple, nous ne pourrons pas ouvrir une page web. Lorsque le serveur désactive ses services, nous ne pouvons pas aussi accéder, même si le DNS fonctionne. Nous avons vu que on peut, s'il n'y a pas de default gateway, un équipement ne peut pas communiquer en dehors de son LAN. Donc, nous avons vu quelques aspects. Ce que je vous recommande, c'est de suivre ce lab quelques fois, peut-être une fois, deux fois. Il est même recommandé pour les études du CCNA de parcourir tout le programme une fois, parce que au début, vous n'avez pas une vue générale, mais lorsque vous parcourez la première fois et que vous avancez, les notions deviendront claires. Et lorsque vous allez relire la deuxième fois ou encore regarder les vidéos la deuxième fois, vous allez maintenant suivre avec une idée des concepts. Donc, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour continuer. Si vous avez aimé cette session, n'oubliez pas de like et de souscrire à notre page si vous n'êtes pas abonné. Merci, nous nous retrouvons.